Pierre, bonjour. Guillaume Richard aussi du Créa École, qui a participé à ce rapport du Haut Comité. Merci à tous ceux qui nous ont joints dans cette tradition d'utiliser l'EIFR comme plateforme de communication pour tous ces rapports du Haut Comité juridique de place qui sont effectivement assez structurel pour adresser des sujets clés du droit. On sait bien que la finance, le droit et maintenant la technologie sont intimement liés. Et si on veut que l'ensemble soit efficace et compétitif, eh bien, il faut travailler avec autant d'énergie sur ces différents secteurs, la régulation financière, le droit bancaire et financier et les technologies qui accompagnent, hein. Et donc le secret bancaire, on pourrait dire que c'est inné, hein, dans la fonction financière, hein. Le banquier est comme un confesseur, il garde tout secret, et cetera, et cetera. C'est ontologique avec notre culture en théorie, mais ce qui est quand même surprenant, c'est que le droit en matière de secret bancaire est relativement récent, hein, 84, hein, mais que le fait qu'il soit récent n'a pas limité son degré de complexité, c'est-à-dire qu'il est récent, mais il a couvert et il couvre un espace de plus en plus étendu, avec beaucoup de créativité dans la manière de fixer les frontières, de trouver des exceptions, etc., etc. En parallèle de tout ça, les établissements se sont beaucoup organisés. Il y a eu tout un ensemble de révolutions technologiques, organisationnelles, en termes de missions, qui font que le format et l'imbrication du droit sur le secret bancaire et ses exceptions, et avec la nouvelle couche des données, hein, des nouvelles directives sur les données, la communication des données, les KYC, ce que l'on peut communiquer aux régulateurs, aux superviseurs, le secret bancaire qui peut passer des frontières ou qui peut se confronter à des règles de secret bancaire dans d'autres pays. Donc, il y a tout un ensemble de conflits possibles. Donc, en 2020, on fait face, là comme ailleurs, à un certain grand désordre, hein. C'est bien la vocation de ce haut comité que d'identifier ces désordres et d'essayer de faire un certain nombre de recommandations pour y remettre de l'ordre, pour y remettre de la simplicité. Un des premiers rapports qui a été fait était sur la bonne gouvernance de la loi, comment on fait des bonnes lois, hein, et comment on peut faire en sorte que l'empilement des lois ne soit pas une jungle qui fasse que le dicton que personne n'est censé ignorer la loi puisse avoir une réalité. Et donc, sur le secret bancaire, c'est un peu la même chose. Beaucoup de nos collaborateurs dans l'industrie financière sont confrontés à ce secret, de savoir ce qui peut être dit, ce qui peut être communiqué dans des situations normales ou dans des situations de crise. Et donc, des questions très compliquées se posent. Donc, merci au comité et à ce rapport d'essayer de clarifier, et j'espère que les recommandations que vous allez nous présenter aujourd'hui vont trouver un terrain pour qu'ils soient effectivement mis en œuvre, soit juridiquement, soit dans la pratique. Donc, Pierre et Guillaume, merci de ce travail et vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci Edouard pour cette introduction, je dirais, encourageante, parce qu'effectivement, lorsque nous formulons dans le cadre des travaux du HCJP des recommandations, nous espérons qu'elles seront suivies d'effets. Alors, je suis très heureux de vous présenter ce matin ce rapport, ce tout dernier rapport du HCJP,
présentation que je vais faire avec Guillaume Richard, qui a été un membre particulièrement assidu du groupe de travail, l'un des rédacteurs principaux et coordinateurs de la rédaction de ce rapport, et donc il était presque mieux placé que moi pour intervenir ce matin et vous présenter le contenu de ce rapport qui a été publié, je crois, avant-hier ou lundi. C'était vraiment tout à fait récent. Rapport qui a été approuvé par le Haut Comité dans sa séance plénière du 6 juillet dernier. Alors c'est le résultat de très longs travaux qui se sont étalés sur plusieurs mois, une période qui a été prolongée compte tenu de la crise sanitaire, mais qui a interrompu partiellement nos travaux, qui ont quand même pu reprendre et être conclus pour le début juillet. Le groupe était très nombreux, avec la participation des autorités, ministère de la Justice, ACPR, direction du Trésor, Banque de France, de nombreux juristes de banque qui représentaient plusieurs établissements, présence de la FBF également et de quelques avocats qui nous ont tous apporté des contributions précieuses. Je remercie le secrétaire général du Haut Comité, de Gérard Gardella, qui est ancien directeur juridique de la Société Générale, de sa participation très régulière à tous ces travaux, de son soutien, de ses contributions. Et je remercie aussi notre président Gérard Ramex, qui a fait une lecture rigoureuse de l'avant-projet et nous a fait des commentaires tout à fait pertinents et judicieux. Alors, vous allez peut-être vous poser la question, pourquoi un rapport sur le secret bancaire? Pourquoi le secret bancaire? Et pourquoi s'interroger aujourd'hui sur cette question qui est à la fois bien installée dans notre droit depuis 1984, mais qui n'avait pas connu beaucoup d'évolution depuis, je crois, 2008, qui est la dernière date où le texte de l'article 511-33 avait été, du Code monétaire et financier, a été modifié. Les travaux sont partis d'un constat relatif à ce que Édouard de Langsin vient d'évoquer, l'évolution en fait du fonctionnement de l'établissement de crédit, l'évolution évidemment du numérique et des modes de fonctionnement. Le secret bancaire est apparu par rapport au fonctionnement de l'établissement de crédit comme un véritable carcan et un carcan abusif. Son objet n'est pas forcément de rendre plus difficile la conclusion d'un contrat avec un fournisseur, d'un accord de sous-traitance, d'un accord de partenariat pour la fourniture de prestations de services à la clientèle de l'établissement de crédit. Le secret bancaire a un autre objet. Et nous, enfin quand je dis nous, les juristes du Crédit Agricole, nous sommes confrontés, je dirais, à des difficultés quotidiennes, et je n'exagère pas, lorsque nous construisons de nouveaux produits bancaires, nous réfléchissons à des partenariats ou à des accords avec des tiers, et nous sommes confrontés en permanence à ce secret bancaire. Alors on sait que l'on peut rechercher le consentement des clients pour en obtenir sa levée, mais c'est un exercice évidemment qui devient de plus en plus difficile, car on ne peut pas solliciter les clients tous les jours parce qu'on a un nouvel accord à conclure, et avec l'apparition des nouvelles réglementations, notamment le RGPD, les clients ils perdent un peu leur latin entre ce qu'il est possible de faire au titre du RGPD sans consentement ou avec consentement, et consentement requis dans tous les cas pour le secret bancaire. Donc on a constaté également que les clients étaient de moins en moins ouverts à accepter une main levée du secret bancaire. Sans doute sont-ils trop sollicités.
Alors nous avons aussi constaté que le texte principal, l'article 511-33 du Code monétaire et financier n'était pas très bien rédigé. Il ne s'agit pas d'une critique de ma part sur les rédacteurs de ce texte, mais simplement un constat qui a été fait également par Édouard de Langsin il y a quelques instants, d'un empilement de réformes qui font que le texte est assez mal articulé ou ne couvre plus toutes les hypothèses nécessaires qu'il faudrait couvrir, notamment pour permettre un bon fonctionnement de l'établissement de crédit. On va en reparler, mais la jurisprudence sur le droit de la preuve en matière de secret bancaire a évolué de façon très très récente. Et là aussi, il faudrait sans doute faire évoluer la loi pour faciliter la production de preuves par les établissements de crédit assujettis au secret bancaire, mais on y reviendra. Donc nous sommes arrivés à un constat qu'il était nécessaire de faire évoluer le texte, l'article 511-33, pour créer deux nouvelles exceptions et pour aussi clarifier et rationaliser les exceptions existantes. Alors, lorsque l'on s'est trouvé face à une feuille blanche, le sujet étant le secret bancaire, on s'est posé immédiatement deux questions assez fondamentales. Faut-il conserver le secret bancaire? Donc c'est une question assez osée, mais enfin il méritait qu'on se la pose. Et fallait-il maintenir la sanction pénale, le caractère pénal du secret bancaire, tous les pays n'ayant pas la même approche, et vous trouverez d'ailleurs en annexe au rapport une étude de droit comparé sur le traitement du secret dans plusieurs pays. Et donc nous avons fait ce travail pour voir qu'il y avait des alternatives possibles. Alors sur le secret bancaire, il y a eu unanimité dès le départ pour considérer que le secret bancaire ne devait pas être remis en cause, qu'il devait demeurer. Il était important de rappeler que le banquier est un confident et restera un confident, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales, et confident des événements de la vie privée, de la vie familiale, de la vie de la personne morale. Et à ce titre, il est nécessaire de continuer à sauvegarder, à protéger les intérêts privés. Donc le groupe de travail, dans son unanimité, a considéré qu'il ne fallait pas donc remettre en cause le secret bancaire, auquel d'ailleurs les établissements de crédit sont attachés. Sur la sanction pénale, nous sommes posés quelques instants pour nous demander s'il y avait des alternatives, les alternatives pouvant passer par des principes de confidentialité ou des accords de confidentialité. Mais en fait, nous nous sommes heurtés d'entrée de jeu à une difficulté particulière qui est liée à l'article 226-13 du Code pénal, qui fixe la sanction pénale pour la violation non pas seulement du secret bancaire, mais du secret professionnel. Et détricoter cet article pour faire sortir le secret bancaire du secret professionnel qui s'applique aux médecins, qui s'applique aux avocats, nous paraissait particulièrement compliqué à expliquer, et nous pensions que nous nous lancions alors dans des travaux, je dirais, multipartites, extrêmement compliqués, et nous avons donc décidé de ne pas faire de recommandations sur le sujet de la sanction pénale. Ce rapport contient 17 recommandations qui vont de la création de nouvelles exceptions au secret bancaire à une rationalisation des exceptions au secret bancaire, à une rationalisation des exceptions au secret professionnel, qui s'appliquent aux avocats, qui s'appliquent aux médecins, qui s'appliquent aux avocats, nous paraissait particulièrement compliqué à expliquer, et nous pensions que nous nous lancions alors dans des travaux, je dirais, multipartites, extrêmement compliqués, et nous avons donc décidé de ne pas faire de recommandations sur le sujet de la sanction pénale.
une clarification de la rédaction actuelle de l'article 511-33. Vous trouverez également un annexe des développements tout à fait intéressants sur le secret bancaire et le Cloud Act. Ce sujet sera repris. Il a été volontairement mis en annexe malgré la qualité de l'article qui a été rédigé par Emmanuel Jouffin de la direction juridique de la Banque Postale. Mais nous l'avons mis en annexe car le sujet va être repris dans un groupe de travail qui est en cours d'activité consacré justement au Cloud Act. Et donc nous avons ainsi passé le relais à ce groupe de travail pour qu'il traite du sujet dans son rapport. Voilà ce que je voulais dire en introduction. J'ai peut-être déjà été un petit peu long, mais je vais passer la parole à Guillaume Richard qui va faire un point sur le secret bancaire et l'état du droit d'aujourd'hui. Puis je reprendrai la parole. Nous allons essayer de faire un duo et j'espère que vous nous entendez tous bien. Donc je lui passe la parole. Très bien. Je lui passe la parole. Merci Pierre. Merci Pierre. Oui, donc comme vous le constaterez en prenant connaissance du rapport, ce qui a semblé nécessaire et très important au groupe de travail avant d'approfondir la réflexion sur les améliorations qu'on pourrait préconiser sur le régime du secret bancaire, c'est d'abord de faire un état des lieux, un panorama de l'état du droit en matière de secret bancaire. Alors c'est l'objectif de cette première partie du rapport qui est assez volumineuse, il faut le reconnaître, et qui finalement a amené le groupe de travail à constater deux évidences et à formuler un premier constat, c'est que le périmètre finalement précis du secret bancaire est extrêmement complexe à appréhender pour les professionnels. Comme le disait Pierre Minor, le texte fondateur, l'article L511-33 du Code monétaire financier, est assez curieusement très imprécis sur le champ d'application du secret bancaire, champ d'application qui a finalement été dégagé à la fois par la doctrine et par la jurisprudence dans différentes évolutions depuis très longtemps. Il existe une multitude, et c'est peu de le dire, d'exceptions qui sont disséminées dans toute la réglementation, et tout cela dans un contexte où finalement, même si elles sont assez rarement prononcées, et permettez-moi de le dire, on touche du bois, les sanctions qui peuvent être infligées aux banquiers sont particulièrement sévères. Alors, il n'est pas question, évidemment, dans ce webinaire de vous faire un cours magistral sur le secret bancaire. On n'aurait de toute façon pas le temps, mais ce qu'on vous propose, c'est plutôt de vous rappeler ou de vous remettre en tête les quelques caractéristiques essentielles, les trois caractéristiques essentielles. Donc, je rappelle pour mémoire que le secret bancaire est encadré pour les établissements de crédit par l'article L511-33 du Code monétaire et financier, que ces sanctions sont prévues à l'article L571-4 du Code monétaire et financier, qui renvoie lui-même à l'article 226-13 du Code pénal, pour ce qui est évidemment que des sanctions pénales. On verra qu'il n'y a pas que des sanctions pénales en matière de secret bancaire. Donc Pierre Minor l'a rappelé en introduction, il faut avoir en tête que le secret bancaire est un élément essentiel de la relation entre la banque et le client. Le groupe de travail y était très attaché et il n'était pas question de remettre en cause cet élément. C'est un élément essentiel de la relation entre la banque et son client parce qu'il sert deux intérêts fondamentaux. Le premier, c'est évidemment un intérêt privé. Le banquier, comme l'a rappelé Pierre, est un confident nécessaire de toute personne cliente, qu'elle soit physique ou morale de la banque. Et le respect de la vie privée des personnes sur lequel le banquier est amené à connaître non seulement des informations d'ordre financier et patrimonial, mais effectivement, de façon beaucoup plus large, des informations d'ordre personnel, intime, et il est absolument nécessaire de conserver ce secret pour la protection de cet intérêt. Le secret bancaire sert à un autre intérêt, un intérêt public. Comme l'a rappelé également Pierre en introduction, c'est une clé du bon fonctionnement du système bancaire et plus généralement de la sécurité des affaires et de la place financière. Alors la première caractéristique essentielle du secret, c'est son champ d'application qui s'apprécie de façon particulièrement large. Particulièrement large sur ces trois composantes. D'abord les dépositaires du secret. Au sein des établissements assujettis au secret bancaire, toute personne
qui participent directement ou indirectement à sa direction, à sa gestion, sont tenus au secret. Toute personne physique employée par l'établissement, quelle que soit sa position, quel que soit son statut, sa hiérarchie, son affectation, qu'elle soit face à la clientèle ou qu'elle soit dans des services de back-office n'ayant pas accès directement à la clientèle. Et finalement aussi toute personne qui obtient communication d'une information couverte par le secret. Pour ce qui est des personnes protégées par le secret, là aussi c'est un champ d'application extrêmement large et c'est un peu le premier constat. Le texte fondateur, l'article 511-33, est finalement muet sur les personnes qui sont protégées. L'article se contente d'indiquer, se contente d'ailleurs de ne rien indiquer puisqu'elle ne précise pas les personnes qui en bénéficient. Alors c'est évidemment et naturellement les clients de la banque, mais plus généralement toute personne pour lequel le banquier ou l'établissement assujetti dispose d'informations. Ces personnes peuvent revendiquer la protection du secret dès lors que nous avons obtenu des informations privées précises dans l'exercice de nos activités. On l'a vu par exemple, le bénéficiaire d'un chèque est une personne protégée par le secret, c'est une jurisprudence constante sur l'endos des chèques, mais également tout autre type de tiers, et on pense particulièrement aux bénéficiaires, aux donneurs d'ordre d'opérations de paiement qui sont inscrits sur le compte des clients qui eux-mêmes peuvent revendiquer la protection du secret. Troisième élément sur ce champ d'application, c'est l'information couverte par le secret. Et là aussi, les textes sont aisants sur les types d'informations qui sont couvertes. C'est la jurisprudence et la doctrine qui ont dégagé 3 grands critères pour simplifier, permettant de qualifier une information comme couverte par le secret. Il faut que cette information ait été reçue dans l'exercice ou à l'occasion de l'activité de l'établissement. Il faut que l'information soit confidentielle. Peu importe d'ailleurs qu'elle soit connue d'autres personnes, à partir du moment où elle n'est pas dans le domaine public, cette information est couverte par le secret. Et il faut enfin que l'information soit évidemment suffisamment précise et qu'elle puisse, si elle était divulguée, porter atteinte à la vie privée ou au secret des affaires. Ce qui fait que ces 3 critères permettent de couvrir... Là, si je puis me permettre, je pense qu'il y a un micro qui est ouvert qu'il faudrait fermer. Voilà. Ces 3 critères donc, qui permettent de couvrir effectivement très très largement le spectre des informations qu'il ne faut pas divulguer. Alors on passe de la simple existence d'une relation d'affaires, qui est une information couverte par le secret, à des informations beaucoup plus précises comme le solde d'un compte, des incidents de paiement, etc., etc. La deuxième caractéristique essentielle du secret bancaire est que ce secret est relatif, contrairement à d'autres secrets professionnels qui existent, notamment dans le milieu médical, qui sont des secrets dits absolus. Ce secret bancaire, il souffre un nombre très important d'exceptions, qu'elles soient légales ou réglementaires. Alors, une des caractéristiques aussi essentielles qui a été introduite dans la loi en 2008, c'est que la personne protégée peut elle-même lever ce secret bancaire. Une faculté qui était reconnue par la jurisprudence depuis assez longtemps et qui a été introduite dans la loi en 2008, la loi de modernisation de l'économie. La loi d'ailleurs en a profité pour restreindre les contours de cette autorisation expresse donnée par la personne. Elle doit être préalable, elle doit être précise et elle doit être expresse. Ce secret bancaire peut aussi être partagé avec des personnes qui peuvent faire valoir les mêmes droits que le créancier initial du secret. Les personnes qui se sont vues, par exemple, confier la gestion des affaires de la personne protégée. Il peut y avoir des levées contractuelles, un partage contractuel de l'information, par exemple les mandataires sur un compte ou les cotitulaires, sous réserve évidemment d'un certain nombre de conditions et évidemment pas sur l'intégralité des informations. Il peut y avoir également un partage légal de l'information, notamment pour les intervenants sur le compte de personnes ou de clients protégés, incapables, dans les rapports de famille et sous certaines réserves encore, dans le cadre d'événements de type divorce, succession, etc. Et puis enfin, le secret professionnel, le secret bancaire est pavé de multiples exceptions. Alors on a toute une série d'exceptions qui sont directement insérées dans l'article 511-33, l'ACPR, la Banque de France, l'autorité judiciaire lorsqu'elle agit dans le cadre d'une procédure pénale, les personnes avec lesquelles il négocie, conclut, exécute. Je ne vous relis pas le texte et je crois qu'on en parlera un peu plus loin. Voilà donc cet article qui contient une série d'exceptions. Et puis, et c'est là la difficulté, c'est que
de très nombreuses autres exceptions sont disséminées au sein d'autres textes, principalement au profit d'autorités publiques diverses et variées. On pourra citer par exemple l'administration fiscale, l'autorité des marchés financiers, la Banque centrale européenne, la Cour des comptes, certains ministères, les agents de la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes, Tracfin, etc., etc. Troisième et dernière grande caractéristique du secret bancaire, on en a parlé avant, c'est qu'il est très durement sanctionné, en théorie, et que cette sanction, et c'est une des caractéristiques aussi qui fait que le banquier est toujours extrêmement vigilant, c'est une sanction qui est personnelle. C'est-à-dire que chaque personne physique engage sa propre responsabilité lorsqu'elle viole le secret bancaire. Alors la sanction, elle est évidemment d'abord de nature civile, hein, le droit commun s'applique. S'il y a un préjudice à l'occasion de la divulgation d'une information couverte par le secret, la responsabilité civile de l'établissement peut être engagée pour réparer le préjudice. On a ensuite une sanction pénale, je ne reviens pas sur le détail de l'article du Code pénal, mais sachez pour mémoire qu'une personne physique encourt jusqu'à 1 an de prison, 15 000 € d'amende et des peines complémentaires, notamment l'interdiction professionnelle d'exercer. Les personnes morales, quant à elles, encourent jusqu'à 75 000 € d'amende. Rappelons aussi que la violation du secret professionnel, ce qui est un élément aussi de préoccupation, peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement. Puis enfin, l'établissement de crédit s'expose à des sanctions disciplinaires qui peuvent être évidemment prononcées par les autorités de tutelle en vertu des pouvoirs de sanction qui lui sont conférés. Ça passe naturellement de l'avertissement jusqu'au retrait d'agrément. Donc ce rapide exposé, et j'espère que vous me pardonnerez de ne pas avoir été plus dans le détail du régime du secret bancaire, met bien en lumière finalement la complexité du sujet et au regard des sanctions, même si elles sont peu prononcées, justifie cette vigilance et cette préoccupation constante des établissements. Alors c'est finalement la première recommandation que le groupe de travail a formulée, c'est d'obtenir, et comme le disait Pierre, la question n'était pas d'obtenir une refonte complète de l'article sur le secret bancaire, mais il nous a semblé collectivement nécessaire qu'un travail doctrinal de fond puisse être réalisé afin de rassembler au sein d'un corpus unique l'intégralité finalement du régime du secret bancaire dans toutes ses composantes et en particulier de toutes les exceptions qui pavent le secret professionnel des établissements de crédit. Je passe la parole à Pierre pour compléter sur l'état du droit et nous dire quelques mots de cette évolution jurisprudentielle récente en matière de droit à la preuve. Oui, merci Guillaume. Alors la première recommandation peut être un petit peu curieuse, effectivement, parce qu'on pourrait se croire dans un match de rugby avec un passage de balle à la doctrine. Mais notre volonté première d'abord de recenser l'intégralité des exceptions et de les réunir dans un corpus législatif est apparu finalement un exercice impossible, parce que je crois, en fait c'est ce qui nous a été dit, que des travaux de la Fédération bancaire française ont identifié près de 1000 exceptions. Alors vous pourriez me dire ou me rétorquer, mais en fait vous auriez peut-être pu prendre ces exceptions et les annexer à votre rapport. La difficulté, c'est qu'avec les exceptions, il ne s'agit pas d'une simple dérogation ou de quelques mots, de quelques lignes, mais à chaque fois il y a un régime particulier qui s'applique. Et donc ce travail est apparu absolument impossible à faire, sauf à accepter d'avoir un rapport publié dans quelques années, ce qui n'était pas notre objectif. Et donc nous avons pensé, et je pense que c'était finalement raisonnable et adapté, que la doctrine sur ce sujet pourrait prendre le relais. Et c'est vrai que si on pouvait disposer d'un outil, enfin d'un ouvrage qui serait régulièrement mis à jour et qui reprendrait tout le régime du secret bancaire et toutes les exceptions, ce serait extrêmement utile pour l'ensemble des praticiens, juristes d'entreprise, juristes de banque ou avocats. Alors je viens sur le terrain du droit de la preuve en matière de secret bancaire, qui est un sujet de grande actualité, parce que le régime du droit de la preuve a évolué de façon très récente par 2 arrêts de la Cour de cassation
de la Chambre commerciale du 4 juillet 2018 et du 15 mai 2019. Alors, la problématique de la preuve peut correspondre à de multiples situations. Il peut s'agir d'une offre de preuve ou d'une demande de preuve. La preuve sollicitée ou proposée peut comporter des informations concernant le client de l'établissement assujetti ou un tiers à cette relation. La demande ou l'offre de production de pièces couverte par le secret bancaire peut être formulée avant tout procès ou au cours d'un procès. C'est notamment l'hypothèse des demandes formulées dans le cadre du référé in futurum de l'article 145 du Code de procédure civile. On peut se trouver dans une situation où l'établissement assujetti est partie à un litige, mais il peut aussi ne pas être partie à ce litige. L'article 11 du Code de procédure civile offre en effet aux parties à un litige la faculté de demander au juge d'ordonner la production de tout document détenu par des tiers, et donc notamment un établissement assujetti s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Alors, avant cette réforme que je viens de mentionner, jurisprudentielle, la jurisprudence antérieure était très, très riche. On utilise le mot dans le rapport de foisonnante. Et cette jurisprudence n'a jamais cessé d'évoluer. Et l'examen de cette jurisprudence a permis de dégager, dans le cadre de nos travaux, les principes suivants que je rappelle rapidement. L'établissement dont la responsabilité est recherchée par son client dispose de la faculté de produire au débat les éléments couverts par le secret qui sont nécessaires à sa défense. L'établissement assujetti partie au litige peut aussi opposer le secret à tout tiers à la relation bancaire dans le cadre d'une demande de preuve. Le secret bancaire ne cesse donc pas du seul fait que la banque est partie au procès. Dans le même sens, lorsque la banque est tiers au litige, le secret bancaire auquel elle est tenue constitue un empêchement légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, opposable au juge civil. Il a également été jugé que même lorsque la banque est partie au litige et que la communication par le demandeur a pour objet d'apporter la preuve des manquements qu'elle a commis, elle ne peut être relevée du secret bancaire qui constitue un empêchement légitime dès lors que son contradicteur n'est pas le bénéficiaire du secret. Alors la jurisprudence a donc évolué et ce que je viens de dire est devenu obsolète du fait des principes maintenant dégagés à 2 reprises par la Cour de cassation. Alors l'origine de cette évolution jurisprudentielle se trouve dans la jurisprudence européenne. Plusieurs décisions, en effet, de la Cour de justice de l'Union et de la Cour européenne des droits de l'homme ont en effet recherché un équilibre entre le respect à la vie privée et l'exercice du droit à la preuve par l'instauration d'un contrôle de proportionnalité. Dans son rapport annuel de 2012, la Cour de cassation relevait que ce contrôle est fondé sur un rapport de proportionnalité entre les intérêts que le secret protège et ceux à la satisfaction desquels il fait obstacle, dès lors que dans cette mise en balance, l'atteinte au secret paraît moindre et constituer le seul moyen de faire triompher une légitime prétention au fond. La voie était donc ouverte pour que la Cour de cassation redéfinisse les conditions d'articulation du secret bancaire avec le droit à la preuve. Alors, dans une première affaire du 4 juillet, un arrêt du 4 juillet 2018, une banque avait été assignée par une cliente en restitution de sommes correspondant au montant d'opérations réalisées au moyen de sa carte bancaire. La banque avait versé au débat les relevés du compte dont sa cliente était titulaire sur une période de plus d'1 an et demi, afin de démontrer que les opérations objet du litige étaient habituelles, et la banque souhaitait s'opposer aux demandes de remboursement formées à son encontre.
La Cour d'appel avait écarté ces relevés de compte des débats au motif qu'aucun élément ne lui permettait de lever le secret bancaire. La Chambre commerciale, par une décision du 4 juillet 2018, a donc cassé l'arrêt rendu en appel en soulignant, je cite, « qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la production litigieuse n'était pas indispensable à l'exercice par la banque de son droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale. » La seconde affaire du 15 mai 2019 portait sur le contentieux très classique de la demande formée par des clients dans le cadre d'un référé in futurum de la production du verso de plusieurs chèques potentiellement frauduleux en vue de la mise en cause ultérieure de la responsabilité de leur banquier. En appel, la Cour avait retenu, selon la solution classique en la matière, que la banque pouvait valablement refuser de communiquer le verso des chèques en opposant le secret bancaire à ses clients. Cet arrêt d'appel a donc été cassé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation au motif, et je cite encore, « qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la communication à monsieur et madame R des informations figurant au verso des chèques qu'ils avaient émis n'était pas indispensable à l'exercice de leur droit à la preuve pour rechercher l'éventuelle responsabilité de la banque lors de l'encaissement des dits chèques et proportionné aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection du secret dû aux bénéficiaires de ces chèques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale. Désormais, il appartient donc aux banquiers d'apprécier si la production dans un procès des éléments couverts par le secret, si cette production remplit les deux conditions cumulatives suivantes. D'une part, il faut qu'elle soit indispensable à l'exercice du droit à la preuve de la partie formulant la demande ou l'offre de preuve. Et deuxièmement, il faut qu'elle soit proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection du secret dû à son bénéficiaire. Vous avez compris qu'il est devenu très difficile pour le banquier de s'assurer que la production de pièces qui lui est demandée est indispensable à l'exercice du droit à la preuve de son client et que ce client ne disposait pas d'autre possibilité d'apporter la preuve des faits venant au soutien de ses prétentions. Il est extrêmement difficile également pour le banquier de procéder à un contrôle de proportionnalité entre des intérêts qui ne lui sont pas propres, l'intérêt de son client et l'intérêt de tiers. Il nous est donc apparu que l'on se trouve dans des situations de demande ou de défense, de demande ou de défense et de demande de preuve ou d'offre de preuve, qu'il était important de délier totalement le banquier du secret bancaire pour le dispenser d'apporter la démonstration du caractère indispensable de la preuve proposée et de réaliser ce contrôle de proportionnalité des intérêts en présence. Donc lorsque le banquier a pour contradicteur son client, nous proposons que le banquier soit délié du secret bancaire pour qu'il puisse librement répondre donc aux demandes de preuves ou aux offres de preuves qu'il souhaite formuler. Nous avons également formulé une autre recommandation dans le même contexte, mais qui concerne la production d'informations couvertes par le secret concernant un client dans le cadre d'un litige à l'occasion duquel le banquier est opposé à un tiers à la relation bancaire, ou concernant la production d'informations concernant un tiers à la relation bancaire. La recommandation que nous avons formulée est de soumettre la production d'informations assujetties au secret bancaire au contrôle du juge qui décidera si oui ou non ces éléments peuvent être communiqués dans le cadre du procès. Et nous pensons qu'il appartient justement au juge de vérifier la nécessité de la production et le caractère proportionné de la production compte tenu des intérêts en présence. Nous proposons dans cette troisième recommandation
d'adopter un dispositif similaire à ceux prévus par les articles 153.1 et 153.2 du Code de commerce en matière de secret des affaires. Alors nous pensons vraiment que nous serons entendus et que cela donnera lieu à une évolution de la loi, car le contexte jurisprudentiel actuel est pratiquement impossible à mettre en œuvre ou à respecter pour le banquier. Il préférera peut-être une condamnation plutôt que d'être sanctionné au titre du secret bancaire, dans la mesure où il ne pourra pas toujours démontrer la nécessité de la production et il sera absolument incapable d'apprécier les intérêts en présence. Donc deux recommandations sur ce sujet. Une première concernant donc une mainlevée du secret bancaire lorsque le banquier est opposé à son client, et une deuxième recommandation renvoyant au juge la mission de vérifier ces éléments, solution parallèle à celle existant pour le secret des affaires. Sur les autres recommandations, je repasse la parole donc à Guillaume, qui va vous présenter donc les différents. Enfin, nous partageons les recommandations, et je lui passe la parole donc pour qu'il vous présente les recommandations 4 et suivantes. Alors, 3 mots de contexte pour introduire cette nouvelle séquence du rapport. Je vais un peu faire de la redite par rapport à ce que Pierre Mineur disait dans son propos introductif. Ce qui a réellement guidé les travaux du groupe de travail, qui a été en grande majorité composé de juristes qui sont confrontés quotidiennement aux problématiques de secret bancaire, était de mener des réflexions pour finalement concilier 2 choses qui ne nous semblent pas incompatibles. C'est évidemment la protection assurée par le secret bancaire aux personnes, dont le maintien est indispensable, protection de la vie privée en particulier, et le fait que ce secret ne doit pas constituer un frein au développement de l'activité normale et au fonctionnement normal des établissements et finalement à la délivrance d'un service bancaire de qualité aux clients. Le groupe de travail a été unanime sur le fait que les organisations des établissements a profondément évolué, que l'environnement réglementaire a aussi évolué, c'est renforcé toujours plus depuis la dernière réforme du secret bancaire en 2008. On a diversifié, on diversifie toujours plus nos activités, on filialise, on a recours de plus en plus, en particulier dans le contexte du numérique qui se développe de plus en plus, à des prestations ou à des prestataires informatiques. Nos obligations se renforcent, en particulier en matière de connaissance client. Et au final, le constat est que la circulation de la donnée au sein d'un groupe bancaire en particulier et des informations est finalement un prérequis indispensable à ce fonctionnement classique et normal des établissements. On a donc, le groupe de travail, formulé le souhait que des évolutions ciblées soient apportées au régime pour atteindre cet objectif qui n'est, encore une fois, pas contradictoire avec le respect de la vie privée des personnes. Trois domaines ont été identifiés dans ce cadre. Un premier domaine autour de la sous-traitance, un deuxième domaine autour des impératifs légaux réglementaires, et enfin un troisième et dernier domaine autour de la protection des intérêts des clients. Je ne rentrerai pas non plus dans le détail et je vous laisserai évidemment prendre connaissance du détail dans le rapport, mais je vais juste vous balayer en quelques mots ces 3 domaines. S'agissant du recours à la sous-traitance, c'est un point qui est apparu extrêmement important et au groupe de travail. Comme vous le savez certainement, aujourd'hui dans le texte de l'article 511-33, sixièmement, il existe une exception au profit des personnes, je cite, avec lesquelles les établissements négocient, concluent ou exécutent certaines opérations et en particulier en cas de prestation de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes. Alors le constat du groupe de travail d'abord est sur le volet strictement juridique. Cette notion juridique de fonction opérationnelle importante ne correspond textuellement à aucune qualification juridique connue par ailleurs en droit bancaire. On comprend bien qu'à l'époque où cette exception a été rédigée, elle faisait probablement écho à la notion de tâches opérationnelles essentielles ou importantes
de l'arrêté du 3 novembre 2014, anciennement CRBF 9402, qui était relatif au contrôle interne des établissements bancaires, pour définir justement le périmètre des prestations externalisées nécessitant un encadrement particulier en matière de contrôle interne. Deuxième constat qui est beaucoup plus opérationnel, aujourd'hui, et c'est ce que je rappelais en introduction, l'externalisation, la prestation de service, elle n'est pas uniquement au sens de cet arrêté nécessaire pour le fonctionnement normal de établissements. Le champ de la sous-traitance aujourd'hui, très opérationnel, est beaucoup plus large et pour la plupart non qualifiable de prestations essentielles ou importantes au sens de l'arrêté et pourtant indispensable au fonctionnement de la banque. On pense notamment au domaine des ressources humaines, au domaine des achats, pourquoi pas même au domaine du juridique. Et donc la première recommandation qu'a formulée le groupe de travail sur ce domaine est qu'il est aujourd'hui opportun de supprimer, à notre sens, cette notion de fonction opérationnelle importante qui n'est finalement plus en cohérence avec la réalité opérationnelle des établissements. On précise que cette suppression, elle ne vient en aucun cas abaisser la protection dont les clients bénéficient puisque, comme vous le savez, le même article, la 511-33, prévoit bien une disposition selon laquelle les tiers qui reçoivent les informations couvertes par le secret doivent eux-mêmes et en tout état de cause les garder confidentielles. On utilise tous les instruments contractuels qui existent aujourd'hui dans ces contrats de sous-traitance pour obliger le tiers et le sous-traitant à garder confidentielles ces informations. Deuxième domaine identifié par le groupe de travail qui, selon nous, nécessite de nouvelles exceptions, concerne ces impératifs réglementaires. La première exception qui nous a semblé très opportun d'intégrer concerne l'Agence française anticorruption, qui est une autorité, comme vous le savez, créée par la loi Sapin II en 2016 et qui dispose d'un pouvoir de contrôle sur la conformité et l'efficacité des dispositifs anticorruption mis en place par les établissements. Alors, de façon assez étrange, il est assez clair, notamment dans les travaux parlementaires, que la volonté du législateur était bien de permettre à l'AFA de se voir communiquer des informations dans le cadre de ces opérations de contrôle de conformité. Néanmoins, le texte de la loi Sapin II, et en particulier son article 4, ne prévoit pas explicitement, contrairement par exemple à ce qui est par ailleurs prévu pour la Haute Autorité pour la transparence et la vie publique, ne prévoit pas explicitement une levée du secret bancaire. Et donc le groupe de travail, parce que ça met de toute façon les établissements de crédit dans une situation assez inconfortable, dans le cas où elles sont contrôlées, a souhaité lever toute ambiguïté et clarifier de façon définitive cette problématique en préconisant l'ajout dans l'article L511-33 de l'Agence française anticorruption comme dans la liste des autorités pouvant bénéficier d'informations sans que le secret ne puisse leur être opposé. Sur ce même domaine réglementaire, le groupe de travail, de façon très opérationnelle et concrète, a aussi estimé qu'en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et lutte contre le financement du terrorisme, il était important aujourd'hui de pouvoir bénéficier d'une souplesse pour communiquer des informations à l'extérieur d'un groupe bancaire dans le cadre très particulier où une banque serait désignée dans le cadre d'une procédure droit au compte par la Banque de France. Aujourd'hui, comme vous le savez, les textes, et en particulier l'article L511-34, limitent la communication d'informations en matière LCBFT au sein d'un groupe bancaire et selon un certain nombre de conditions aussi assez limitatives. Ce qu'on sait dans la pratique, c'est que lorsque un compte est fermé, il peut y avoir des motifs tenant à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Et lorsqu'un établissement est ensuite désigné par la Banque de France pour ouvrir obligatoirement un compte, le fameux droit au compte, il est apparu important aux membres du groupe de travail que cet établissement puisse obtenir des informations, le cas échéant, sur les éventuels incidents de conformité qui auraient conduit l'établissement précédent à cesser sa relation d'affaires avec ce même client, et cela pour répondre à ses propres obligations en matière de vigilance constante LCBFT. Le troisième et dernier domaine qui a été identifié sur ce volet de nouvelles exceptions, qui n'existent pas ou pas de façon suffisamment claire, concerne là aussi une problématique extrêmement concrète et opérationnelle auxquelles les établissements de crédit ont été malheureusement et sont confrontés
ne va pas dire régulièrement, mais de temps en temps, et qui met les établissements dans une situation très complexe, c'est la situation du rappel par certains distributeurs de produits qui présentent un risque pour la santé des personnes. Vous avez probablement tous en tête les récentes affaires, notamment la fameuse affaire Lactalis, du rappel de lait infantile contaminé. Et il se trouve que les établissements bancaires sont, dans ce cadre-là, régulièrement sollicités par les distributeurs, en particulier les enseignes de la grande distribution, pour obtenir des données de contact des consommateurs qui ont acheté ces produits présentant un niveau de dangerosité tel qu'il faut prévenir ces personnes. Alors, le distributeur, l'enseigne de grande distribution, ne dispose pas de ces données de contact. Le seul élément qu'il a en matière d'information, c'est un numéro de transaction, un numéro de carte qui a permis de réaliser l'achat. Et dans ces différentes crises, ces établissements se sont retournés vers les banques pour obtenir les données de contact dans l'urgence. On parle en général de quelques heures pour pouvoir réagir le plus rapidement possible, ces données de contact. Il se trouve que ces données de contact dont les établissements disposent sont elles-mêmes couvertes par le secret et que leur communication pourrait s'avérer compliquée pour les établissements au regard de ces obligations en matière de secret professionnel. Et il se trouve qu'aujourd'hui, aucune exception n'existe dans les textes pour permettre une telle communication dans ce type de situation. On a, le groupe de travail, fait un parallèle finalement avec une disposition du règlement général en matière de protection des données à caractère personnel, le fameux RGPD, qui prévoit dans les différents fondements possibles pour rendre un traitement de données licite, un fondement qui tient à la sauvegarde des intérêts vitaux des personnes et qui permet, si ce traitement répond à cet objectif, de se passer du consentement des personnes. Il a semblé intéressant au groupe de travail de pouvoir réfléchir par parallélisme des formes à une solution identique en matière de secret professionnel et finalement de délier les établissements de crédit dès lors que la sauvegarde des intérêts vitaux des personnes est engagée. La solution qui est préconisée est de pouvoir autoriser cette communication sans avoir de problématique de secret bancaire dès lors que l'enseigne de la grande distribution confirmerait, et la responsabilité lui en reviendrait, que ce rappel de produit est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux des personnes. Et pour terminer sur cette partie relative à la protection des intérêts des clients, une situation là encore extrêmement concrète et auquel les établissements sont très régulièrement confrontés, qui est celle de la protection des personnes vulnérables. Le cas d'espèce auquel les banquiers sont régulièrement confrontés, c'est par hypothèse celui des personnes qui sont capables, qui ne sont pas encore ou qui ne font pas encore l'objet de mesures de protection légale, mais dont les facultés cognitives, mentales les mettent en position de faiblesse. Et il n'est pas rare, voire fréquent, que les établissements constatent ou présument des actes d'abus de faiblesse à l'encontre de ces personnes clientes et souhaitent éventuellement réaliser des signalements auprès du procureur pour protéger ou pour enclencher une procédure de protection à leur attention. Alors, plus qu'une nouvelle exception, c'est plutôt un confort que le groupe de travail souhaiterait obtenir, puisque, vous le verrez dans le rapport, une démonstration assez longue et étayée permet, selon nous, de démontrer que les établissements peuvent réaliser ce type de signalement sans être exposés à une sanction pénale pour violation du secret bancaire. Les dispositions légales actuelles, notamment du code civil, du code pénal, nous semblent pouvoir permettre ce type de communication au procureur de la République, mais pour autant, nous n'avons pas trouvé de décision judiciaire qui viendrait confirmer, et finalement le groupe de travail a préconisé ou préconise que cette démonstration, cette position soit confirmée formellement par le ministère de la Justice, par exemple par voie de circulaire, de façon à permettre, encore une fois, de réaliser ces signalements qui sont là encore extrêmement fréquents et peut-être pas quotidiens, mais très fréquents dans le monde de la banque de détail. Voilà pour ces nouvelles exceptions que le groupe de travail a préconisées au sein du rapport. Quelques mots ensuite, Pierre, sur une deuxième sous-séquence qui viendrait nous donner quelques éléments sur des clarifications, une rationalisation d'un certain nombre d'exceptions existantes qui ont été préconisées par le groupe de travail. Tout à fait. Nous nous sommes penchés sur l'article 511.33
qui contient tout un certain nombre d'exceptions. Et je vous renvoie notamment, je pense que si vous avez la possibilité de reprendre l'article, vous arriverez à suivre de façon plus facile. L'article 511-33, troisième alinéa, contient 7 exceptions qui, au premier abord, paraîtraient largement suffisantes et bien adaptées au fonctionnement des établissements de crédit et aux différentes opérations qu'elle réalise. Mais quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que à la fois le texte est souvent mal articulé avec un chapeau introductif qui prévoit la négociation, la conclusion, l'exécution de certaines opérations, négociation, conclusion, exécution qui ne sont pas repris dans toutes les exceptions, et notamment lorsqu'il s'agit des contrats intragroupes, j'y reviendrai dans quelques instants, qui sont visés au 7e de l'article 511-33. Mais je voudrais commencer par évoquer les opérations de fusion-acquisition bancaire. De prime abord, donc l'article L511-33 contient ou prévoit des exceptions qui permettent la transmission d'informations confidentielles dans le cadre d'opérations de fusion-acquisition dans le secteur bancaire, notamment dans le cas de prise de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, dans le cadre de cession d'actifs ou de fonds de commerce et dans le cas de cession ou transfert de créances ou de contrats. Mais ce texte, par rapport à la réalité des opérations de fusion et acquisition, se révèle assez inadapté en pratique pour différentes raisons, et notamment au regard des personnes concernées par l'opération de fusion-acquisition. Tout d'abord, les parties à l'opération sont l'acquéreur et le vendeur. Or, les informations couvertes par le secret sont celles dont la cible est le dépositaire, tandis que c'est l'actionnaire cédant sa participation qui souhaite donner accès à ces informations à l'acquéreur. Et ce n'est pas non plus la cible qui négocie avec l'acquéreur les modalités de sa cession. Ensuite, l'acquéreur de la participation n'est pas bien souvent la personne qui négociera effectivement les termes de l'acquisition. Les spécialistes connaissent très bien la création des sociétés holding spécialement constituées pour l'occasion, les holdco, les newco, les bidco. L'acquisition sera en fait négociée avec le sponsor ou le gérant du fonds, parfois bien avant que la holding qui sera l'acquéreur soit même créée. L'exception ne s'étend pas non plus aux différents conseils qui assistent tant le vendeur que l'acquéreur, cabinet d'audit, conseil financier, cabinet d'avocats. Et donc le texte contient des lacunes importantes. Je vous disais que le chapeau introductif visait la négociation, la conclusion et l'exécution des opérations qui sont visées du premièrement au septièmement. Mais se pose la question en matière de fusion et acquisition d'établissements de crédit de ce que l'on appelle l'entrée en négociation. Quand on regarde le déroulé, il y a en général une première phase au terme de laquelle le vendeur met à la disposition des acquéreurs des informations concernant la cible et qui leur permet de formuler une manifestation d'intérêt indicative. Cette première phase est suivie d'une seconde phase au cours de laquelle une information plus précise et détaillée est mise à la disposition d'une population plus restreinte d'acquéreurs potentiels afin de permettre à ces derniers de formuler une offre comportant un prix. Et enfin, une troisième phase au cours de laquelle le vendeur entre en négociation exclusive avec un acquéreur potentiel et qui se termine par la signature du contrat d'acquisition. Donc, à quel moment la négociation de l'opération débute-t-elle pour les besoins de l'article 511-33 et à quel moment, au regard donc de toutes les phases que je viens de décrire, une information couverte par le secret professionnel peut-elle être transmise à l'acquéreur? Ces interrogations et ce doute nous ont amenés à proposer une modification du texte
pour permettre notamment la divulgation d'informations couvertes par le secret lors de l'élaboration ou de l'étude des opérations qui sont visées donc au troisièmement, quatrièmement et cinquièmement de l'article 511-33, donc divulgation dès l'élaboration ou l'étude des opérations. Le risque pénal est aujourd'hui partagé entre l'établissement cible au titre de la violation du secret professionnel, partagé par le vendeur au titre d'une éventuelle complicité de violation du secret professionnel, et par l'acquéreur potentiel et les conseils professionnels au titre du recel d'informations couvertes par le secret. Donc on ne peut vraiment en rester là, et le texte mérite vraiment d'évoluer. Donc nous avons formulé des recommandations à cet effet. Dans le même ordre d'idées, nous avons pensé qu'il était nécessaire de clarifier certaines exceptions. Et dans l'énumération de l'article 511-33, je remonte sur le premièrement, qui vise les opérations de crédit effectuées directement ou indirectement par un ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement. À l'époque de la rédaction de ce texte, on pouvait encore se référer à un monopole des établissements de crédit pour les opérations de crédit, mais vous savez bien que vous savez parfaitement que ce monopole n'existe plus et que d'autres entités de différentes natures peuvent aujourd'hui prêter, les compagnies d'assurance, fonds. La liste est aujourd'hui relativement longue parmi les exceptions. Donc là, nous avons proposé une simple adaptation du texte, et nous avons proposé de supprimer les opérations de crédit effectuées par un ou plusieurs établissements de crédit. Nous proposons de supprimer la référence aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour ne laisser que les termes opérations de crédit. Le deuxièmement nous est apparu trop étroit. Le deuxièmement vise les opérations sur instruments financiers de garantie ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit. Il n'y a pas que le risque de crédit qui est couvert, il y a d'autres risques, et la référence aux instruments financiers garantis ou d'assurance nous paraissait trop étroit. Il y a de multiples instruments qui sont utilisés dans les opérations de couverture, et donc nous avons proposé de supprimer la référence aux instruments financiers, aux opérations de garantie ou d'assurance, et de préciser que ces opérations sont destinées à la couverture ou à la gestion de tout risque. Donc une ouverture assez importante est proposée pour ce deuxièmement, pour coller également à la réalité. Sur les opérations intra-groupe, c'est le septièmement, on voit bien qu'il y a un conflit de texte entre le chapeau introductif qui vise la négociation, la conclusion, l'exécution des opérations ci-après énoncées, et quand on arrive au septièmement, on nous parle de l'étude ou de l'élaboration de tout type de contrat ou d'opération, dès lors que les entités appartiennent au même groupe. Et donc, on se demande ce qu'il faut retenir de cette articulation complexe. Le secret bancaire est-il simplement levé lors de l'étude ou de l'élaboration de contrats en intragroupe, et ne serait-il plus levé pour son exécution? Bon, ça n'a pas de sens. On voit bien qu'il y a là un simple problème d'articulation de texte, et nous avons proposé une recommandation pour corriger cette incohérence textuelle. Et bien sûr, notre recommandation porte sur l'insertion sans aucun doute possible de l'exécution et de la gestion de ces opérations ou contrats intra-groupe. Alors ça, c'était la partie, je dirais, clarification du texte existant. Et nous avons également pensé, sans peut-être rentrer trop dans le détail, et là je renverrai peut-être au rapport lui-même, mais nous avons pensé également qu'il était important de prévoir de nouvelles exceptions
Alors tout d'abord pour les besoins de la fourniture de services à la clientèle, nous proposons d'ajouter un nouveau paragraphe huitièmement qui permettrait la transmission d'informations confidentielles dans le cadre d'opérations de banque, de paiement, de monnaie électronique ou toute autre opération effectuée pour le besoin de la fourniture des services à la clientèle. Les titrisations ne sont pas couvertes par le texte actuel, alors qu'un règlement du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2017 a créé un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, qui impose des obligations de transparence à l'égard des investisseurs, obligations de transparence qui ne sont pas toujours compatibles avec le secret bancaire, et aucune disposition spécifique n'est prévue par ce règlement pour relever les banques initiatrices de leur obligation de confidentialité. Donc nous proposons d'insérer un nouvel alinéa à l'article 511.33.1 à la suite du 4e alinéa, permettant la transmission d'informations confidentielles dans le cadre du règlement que je viens de mentionner, qui est dit le règlement STS, ou d'une législation étrangère équivalente. Dernier point qui est apparu important et qui relève d'un développement très significatif dans la pratique de la conclusion d'opérations, notamment d'opérations d'assurance ou d'accès à des data rooms, c'est l'émergence de plateformes électroniques qui permettent aux établissements de crédit en fait de se positionner, d'alimenter ces plateformes d'information qui peuvent relever du secret professionnel pour permettre aux investisseurs éventuellement de procéder à une analyse ou pour permettre à des assureurs de délivrer des assurances sur la base d'informations donc sur le risque devant être couvert. Cette émergence des plateformes n'est pas prévue dans le texte actuel de 511.33 et donc nous avons proposé l'ajout d'une mention visant les personnes par l'intermédiaire desquelles certaines opérations sont négociées, conclues ou exécutées, ainsi que toute personne leur fournissant une prestation d'assistance ou de conseil financier, comptable, juridique ou technique, ce qui permettra donc de ne pas avoir d'obstacle de secret bancaire pour l'alimentation de ces plateformes. Voilà pour à la fois la clarification du texte actuel et les demandes nouvelles. Nous avons également étudié, il y a de développements intéressants nous avons étudié l'articulation de certains aspects du RGPD et de la DSP2 avec la directive de service de paiement, l'articulation de ces textes avec le secret bancaire. Je vais passer la parole rapidement à Guillaume qui va vous en dire quelques mots. Oui, merci Pierre. Le temps filant et pour laisser peut-être un peu de place aux questions-réponses, je vais être assez bref, parce que les développements sont assez longs et probablement un peu compliqués à résumer en quelques minutes. Sachez simplement effectivement que la dernière partie de ce rapport est consacrée à des réflexions un peu de fond sur l'articulation qui nous a semblé complexe avec ces deux nouvelles ou récentes réglementations, le RGPD et la DSP2. Pour ce qui est du RGPD et donc de ce règlement européen qui encadre désormais au sein de l'Union et de façon uniforme la protection des données à caractère personnel, le groupe de travail a pointé une difficulté auquel les établissements de crédit sont confrontés, pas que d'ailleurs, mais les établissements de crédit en particulier, en ce qui concerne ce nouveau droit à la portabilité qui a été introduit par le RGPD, un droit qui a été, quand on reprend un peu les travaux du RGPD, plutôt imaginé au départ concerner les GAFA. Il se trouve que tous les responsables de traitement, comme on les appelle, de données personnelles, sont concernés.
La difficulté, elle porte en particulier sur l'exercice de ce droit par une personne lorsqu'elle demande la communication de ses relevés de compte. Relevés de compte dont je rappelle, comme on le disait en introduction, qu'ils contiennent des informations sur des tiers, parfois extrêmement précises et qui, selon nous, peuvent bénéficier du secret professionnel, du secret bancaire. Donc lorsque cette communication est demandée et qu'elle est demandée dans le cadre très particulier que prévoit le RGPD d'une transmission directe entre la banque et un autre responsable de traitement, sans qu'il ne transite finalement par la personne concernée. C'est une difficulté qui a été finalement introduite par une interprétation extensive du droit à la portabilité que le G29, ex-G29, a eu dans ses lignes directrices de 2017 de mémoire. Le G29, donc ce collège des autorités protection des données européennes, a considéré que ce droit à la portabilité pouvait porter sur ce qu'on appelle des informations ou des données découlant de l'observation de l'activité des personnes, et a considéré également que la disposition du RGPD qui indique que ce droit à la portabilité peut être réalisé sauf s'il porte atteinte aux droits et intérêts d'autres personnes, a considéré dans le cas particulier justement des relevés de compte qu'il était peu probable que ces droits et libertés de ces tiers soient compromis dans le cadre particulier que je viens de vous expliquer. On rejoint un peu sur cette thématique les développements que Pierre Minor a expliqués sur la problématique du droit à la preuve et du secret professionnel. Cette interprétation finalement met les établissements face à une contradiction. Que doit-on choisir? Doit-on finalement préférer le droit à la portabilité des clients ou préférer le droit fondamental qui est celui du droit au secret auquel bénéficient les tiers? Là, le groupe de travail a plutôt préconisé qu'une réflexion ou que cette position soit revue, rediscutée par la CNIL de façon à ne pas mettre les établissements de crédit face à ce choix qui nous semble inextricable et qui ne nous semble pas du ressort des banques, de juger lequel des deux droits fondamentaux en présence devait l'emporter. On a également quelques développements intéressants sur la coexistence de la notion de consentement au sein du RGPD, qui est une notion qui a été remise un peu au centre de la problématique et du régime du traitement des données à caractère personnel, même si ce fondement juridique pour les praticiens de cette matière n'est pas le fondement juridique principal des traitements de données. Il n'en demeure pas moins que lorsque ce consentement au titre des traitements de données est nécessaire, il nous a semblé extrêmement compliqué d'articuler ce consentement qui est très précisément défini par le RGPD, encadré par les lignes directrices de l'EDPB, et qui finalement a une vie très indépendante de tout ce qui peut exister à côté. Comment ce consentement peut s'articuler avec le fameux consentement qui est nécessaire pour lever le secret bancaire auprès des établissements de crédit. C'est une question complexe qui ne fait pas réellement l'objet d'une recommandation, mais plus d'une affirmation d'une position que le groupe de travail a pris et qui permet finalement de mieux faire coexister ces consentements. Pour le volet coexistence et à difficulté d'articulation entre le secret professionnel et la directive service de paiement 2, sans refaire l'histoire de cette directive, vous savez qu'un de ses apports principaux a été de pouvoir libéraliser le marché des paiements et introduire et réguler un certain nombre de nouveaux acteurs qui n'existaient pas légalement préalablement, qui existaient déjà mais qui n'étaient pas encadrés par la réglementation, et en particulier ce qu'on appelle les services d'information sur les comptes, qu'on connaît plus communément sous le terme d'agrégateur ou d'agrégation. Vous savez, c'est ces services que vous pouvez utiliser via des applications qui vous permettent de consolider les informations sur l'intégralité des comptes que vous détenez dans plusieurs établissements de crédit. Et là également, la question s'est posée de savoir si les obligations en matière de secret professionnel des établissements de crédit étaient compatibles, non pas avec le régime encadré par le Code monétaire et financier du service d'information sur les comptes, qui est restreint à un certain type d'informations, en l'occurrence les informations qui concernent les comptes de paiement, mais ces pratiques hors du cadre réglementaire d'agrégation sur tout autre élément et toute autre information des clients, notamment les crédits, les services bancaires qui sont aujourd'hui dans le scope de ces services.
On a considéré, le groupe de travail a considéré qu'il était compliqué là aussi de faire une recommandation dans la mesure où l'articulation de ces deux réglementations devait probablement nécessiter des réflexions beaucoup plus approfondies et à des niveaux plutôt européens pour mieux articuler cette réglementation nouvelle avec nos propres obligations de secret professionnel, encore une fois pénalement sanctionnées. Voilà. Il nous reste 10 minutes. Oui, en conclusion, je pense que vous avez compris, je vais être extrêmement bref, vous avez compris que nos travaux ne visent nullement à remettre en cause le secret bancaire. Le secret bancaire doit demeurer, c'est un élément fondamental de la vie de la banque et nous ne cherchons nullement à le remettre en cause. Nous cherchons à assouplir les règles de fonctionnement et nous recherchons un peu d'oxygène pour ne pas être confrontés à des problématiques qui nous paraissent inutiles. Donc nos travaux cherchent à recadrer l'objet du secret bancaire et de replacer le secret bancaire dans sa mission véritable qui est de protéger donc des informations confidentielles et qui ne vise pas et qui ne devrait pas viser à interdire la contractualisation d'opérations avec des sous-traitants, avec des fournisseurs, avec des prestataires de services. Nous recherchons cet oxygène. Vous avez aussi noté que le rapport est un rapport sur le secret bancaire et donc nous sommes concentrés sur les établissements de crédit essentiellement. Il y a d'autres entités qui sont assujetties au secret professionnel comme les PSI par exemple, qui rencontrent peut-être des difficultés de même nature, le texte étant extrêmement proche, extrêmement similaire, mais ça fera peut-être l'objet d'un autre rapport. Voilà, je cède la parole, je vous rends la parole, il reste peu de temps, il y a peut-être quelques questions. Merci. Avec Michel, on va essayer de voir comment animer ça. Je vois que sur le chat, il n'y a pas beaucoup de questions qui se présentent là. Hein, mais voyons, laissons un peu de temps à la réflexion. Je pense que ce qui est très important, c'est que au-delà de toute la technique juridique qu'on a traitée, on touche là, à mon sens, quelque chose d'assez sociétal, hein, c'est-à-dire le fond dans la société de ce qu'est le secret par rapport au diktat de la transparence, puisqu'on est en une société où tout ce qui est caché est semblé mauvais et que tout ce qui est bon, c'est la transparence. Et on a touché ça avec l'exemple de la titrisation, hein, où on veut effectivement avoir un système simple, transparent, etc., dans un monde qui est lui-même complexe et pas forcément transparent. Donc il y a des grandes contradictions et on voit qu'à travers toute cette réglementation, on touche à des contradictions, à des limites qui sont complexes. Alors j'ai une petite question pour lancer, c'est dans le secret, et en particulier lorsqu'on va parler du comité de crédit, par exemple, hein, on a un secret qui est le secret du banquier dans son opinion lui-même. Hein, c'est-à-dire que le banquier peut avoir une opinion sur son client. Hein, et cette opinion, elle peut être positive ou négative. Et cette opinion, elle peut être documentée, puisqu'elle peut être communiquée à des tiers à l'intérieur de la banque sur telle ou telle position à prendre vis-à-vis d'un client. Alors, comment on peut documenter cette opinion? Et par rapport à RGPD, jusqu'où cette opinion qui reste secrète à l'intérieur de la banque doit-elle être protégée ou communiquée au client lorsqu'il demande ce que l'on a sur lui-même? Sur le secret bancaire, si c'est le client qui demande communication de cette opinion, je ne pense pas que l'on soit
dans un domaine où le secret bancaire peut lui être opposable. Je ne pense pas que la banque puisse avancer cet argument pour ne pas le lui communiquer. La note est une information, la note ou l'appréciation ou l'opinion, comme vous le dites, est confidentielle certainement. Elle n'a pas à être communiquée à des tiers parce que là, effectivement, le secret bancaire s'appliquerait sans aucun doute. Mais vis-à-vis du client, je ne pense pas qu'il y ait de possibilité d'opposer le secret bancaire. Alors sur le RGPD... sur le RGPD, c'est une question, je crois, c'est une question complexe. Alors, je ne suis pas sûr de pouvoir avoir la réponse. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, le RGPD a quand même très largement, recentré la protection sur une plus grande transparence, oblige les responsables de traitement à communiquer beaucoup plus d'informations aux personnes concernées, desquelles ils traitent les données. La question des scores, si c'est celle-ci que vous vous posez, est une question compliquée. Vous savez que dans le RGPD, il y a tout un régime, notamment sur ce qu'on appelle les décisions individuelles automatisées, sur l'information qui est due aux responsables de traitement dans ce cadre-là. Ce serait prétentieux de ma part de pouvoir dire si oui ou non on pourrait opposer aux clients le fait de ne pas communiquer ce type d'informations sur des fondements propres au RGPD. Je sais que c'est une question complexe à laquelle nous sommes confrontés et auquel on réfléchit depuis un certain temps. Merci. Michel, il y a une question. Oui, je vais relayer une question qui apparaît là et qui nous dit: le secret bancaire est-il un obstacle à la vente de données dans le cadre des opérations de big data par les banques françaises et ou les banques des autres pays? En tout cas, c'est une composante effectivement de la problématique. La communication de ce type d'informations dans le cadre de ce type d'opération, comme ça, je ne vois pas d'exception légale, ce qui nécessiterait donc de recueillir un consentement des clients. Donc ça peut constituer effectivement un obstacle. D'accord. Je poursuis avec une autre question. Quel est votre sentiment quant à l'écoute du législateur envers les propositions faites? N'y a-t-il pas un clivage entre les régulateurs qui sont demandeurs d'informations croissantes, par exemple partenariat public-privé avec Tracfin par exemple, ou le contrôle AFA, et le législateur qui tarde à fournir la protection nécessaire aux banques via de nouvelles exceptions au secret bancaire? C'est une question particulièrement importante. Premier élément de réponse, je pense que les régulateurs ou les superviseurs qui ont participé à ces travaux ont adhéré aux recommandations. Je pense à la CPR, à la Banque de France, à la Direction du Trésor et à la Chancellerie qui nous ont d'ailleurs apporté des commentaires tout à fait utiles. Comment transposer ces recommandations dans le droit français? Nous ne pensons pas qu'un nouveau texte général dédié au secret bancaire serait vraiment l'outil le plus adapté, dans la mesure où nous proposons des recommandations, nous faisons des recommandations extrêmement variées dans différents domaines et des recommandations particulièrement techniques. Donc je pense qu'il faudra procéder, étape par étape et profiter de véhicules législatifs adaptés pour modifier 511-33, ajouter une exception, clarifier le texte, mais je ne pense pas que ça puisse faire l'objet d'une grande loi. Alors je pense que nous avons eu une écoute attentive de la part du Trésor et il faudra maintenant effectivement trouver des véhicules législatifs appropriés pour faire passer ces réformes, qui nous paraissent vraiment utiles pour le simple fonctionnement de l'établissement de crédit aujourd'hui.
Merci. Une autre question. En quoi le secret bancaire français diffère de celui des grands autres pays? Et j'en profiterai peut-être pour compléter. Est-ce que, d'après vous, il y aurait place à une initiative européenne d'unification quelque part, ou est-ce que c'est déjà suffisamment compliqué nationalement pour mettre de la cohérence qu'une cohérence européenne serait vraiment C'est une hors de question portée? également extrêmement intéressante. Les établissements relevant d'un pays de l'Union européenne ne sont pas assujettis au même régime. Certains ont une approche également pénale du secret bancaire. D'autres n'ont pas de sanction pénale, ne prévoient pas de sanction pénale ou ne prévoient même rien sur cette question. De mémoire, les pays qui ont un système proche du nôtre sont l'Espagne, le Luxembourg, la Pologne, on peut mentionner également la Suisse, qui ont également un régime pénal donc assorti à cette obligation de secret. Les autres pays restent sur le domaine de la confidentialité qui est souvent inséré dans les contrats, mais n'ont pas ce dispositif pénal. Alors, peut-on imaginer un texte européen? Je pense que les établissements aujourd'hui, qu'ils soient espagnols, luxembourgeois, allemands ou autres, sont confrontés aux mêmes difficultés. Là, nous touchons vraiment à l'activité de l'établissement de crédit, à certaines opérations de l'activité des établissements de crédit. La syndication de crédit est internationale et donc l'accès aux plateformes est tout à fait international. Et donc, le problème que j'ai évoqué tout à l'heure se retrouve certainement dans d'autres pays de l'Union européenne, notamment ceux qui ont des sanctions pénales. Et donc, on pourrait sans doute imaginer des travaux au niveau de l'Europe sur le sujet. On pourrait l'imaginer. Merci. J'avais une autre question, Pierre, pardon, sur comment faites-vous en interne finalement la sensibilité à cette question dont on a vu qu'il y avait que c'était la responsabilité de chacun à l'intérieur d'un établissement avec des sanctions à la clé. Est-ce que la sensibilité est bien organisée? Progresse-t-elle quelque part dans les établissements, malgré la relative complexité que vous avez souligné ce matin pour les uns et les autres de se positionner sur des cas gris parfois? Je ne peux répondre évidemment sur ce que je connais dans notre pratique quotidienne. Donc je ne peux pas parler au nom d'autres établissements de crédit. Là, je pense au Crédit Agricole et au groupe Crédit Agricole. Alors, vous savez, nous avons une organisation qui est à la fois très décentralisée, mais aussi centralisée du fait de l'existence d'un organe central qui élabore des produits qui sont distribués par le réseau et qui également, sur certains sujets, fixe la doctrine juridique du groupe. Pour ce qui nous concerne, et là donc je parle du rôle d'organe central, nous sommes très vigilants sur le secret bancaire et nous ne nous permettrons pas de faire prendre un risque quelconque à un collaborateur d'une caisse régionale, par exemple, parce que le produit ne serait pas bien ficelé ou parce que nous, on aurait laissé passer un sujet de secret bancaire. Donc nous sommes extrêmement, d'abord, rigoureux dans la construction des produits. Et si nous considérons qu'il y a un problème de secret bancaire, nous cherchons une solution qui peut aller jusqu'à solliciter les clients, soit individuellement, soit dans le cadre de la convention de compte qui contient des dispositions sur le secret bancaire. Par ailleurs, il y a évidemment des formations
de nombreuses formations internes, également dispensées par la conformité. Et tous les collaborateurs, évidemment, et notamment ceux qui rejoignent le groupe, bénéficient de formations et de rappels sur les principes fondamentaux, notamment du secret bancaire. Et une réflexion aussi plus personnelle pour ce qui est des juristes. Moi, il peut y avoir la tendance à spécialiser des juristes dans des banques et de leur donner une casquette de spécialiste secret bancaire. Moi, je pense que tout juriste de banque devrait être un spécialiste en matière de secret bancaire. Le régime est tellement compliqué, les sanctions sont ce qu'elles sont, qu'en réalité, intégrer une direction juridique de n'importe quel établissement, ça devrait être un prérequis. C'est-à-dire que n'importe quel juriste, quel que soit son domaine d'expertise, devrait être au même niveau d'expertise que tout autre juriste, y compris ceux qui sont peut-être plus naturellement sur des produits bancaires et face à des choses en lien avec la clientèle. C'est un sujet général et je crois que c'est le cas, en tout cas chez nous. Merci beaucoup. Et Édouard, je crois qu'on est en train de déborder un peu de l'horaire. Bien, donc merci d'avoir ainsi partagé un travail absolument essentiel, un travail, comme on l'a dit en introduction, qui est au cœur, qui est consubstantiel à la nature du banquier, hein, et donc il est tout à fait important. Comme je disais tout à l'heure, ce sujet est un peu sociétal et comme le disait effectivement Michel, c'est aussi une question de culture, hein, qui n'est pas concentrée chez les juristes spécialisés dans le secret bancaire et qui n'est pas concentrée uniquement chez les compliance, hein, mais qui doit effectivement transpirer dans l'ensemble du système. Et donc tout ce qui est culturel, évidemment, est compliqué. Hein, et dans cette question culturelle, ça touche évidemment le banquier, mais ça touche le banquier dans son dialogue avec le client, et donc ça fait partie aussi de la culture du client. Et il est important d'être relativement clair, en particulier car le client, c'est le client qu'on aime, mais à un moment donné, le client peut avoir un conflit avec son conseiller, hein, et évidemment, on l'a vu, ce secret peut effectivement, soit avec ce client qui a changé de camp ou avec un tiers qui fait partie de l'association, créer un certain nombre de problèmes. Donc évidemment, c'est un sujet tout à fait intéressant. Donc merci au comité d'avoir travaillé là-dessus. Tous nos vœux pour que ces recommandations puissent trouver le plus rapidement possible un espace de mise en œuvre. Et je pense que le premier document, que ce soit sous une chaire ou sous une subvention quelconque, c'est-à-dire le document qui est la première recommandation qui va permettre de collecter, de synthétiser dans une seule œuvre l'ensemble de ces réflexions, paraît essentiel. Donc, bon vent et merci à votre contribution. Merci de votre accueil. À très bientôt. Merci beaucoup.